Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur le changement climatique et ses effets sur la population du Sahel plus précisément. Et nous sommes ici avec un expert sur le changement climatique qui va se présenter. Alors, moi, c'est Gado Karim Mamadou. Je suis ingénieur en transformation durable du milieu rural et également le président de l'association des jeunes engagés pour une résilience climatique et un développement durable. Il serait question d'échanger avec lui sur le changement climatique pour en savoir plus sur les effets du changement climatique au Sahel et plus précisément au Niger. Alors, M. Mamadou, comment le changement climatique se manifeste? Parce qu'il y a une différence de manifestation du changement climatique au Sahel et dans les autres parties du monde. Excellent, merci beaucoup pour la question. Il faut savoir que le changement climatique au Sahel se manifeste beaucoup plus par une hausse de température, par une forte variabilité des pluies, également par une hausse des phénomènes extrêmes. On observe le plus souvent une variabilité des pluies, des saisons des pluies plus courtes, des débuts tardifs et des arrêts précoces. Et cela n'est pas sans conséquence. Ça entraîne le plus souvent des inondations et c'est le cas qu'on avait observé récemment ces dernières années au Niger, particulièrement dans les régions de Niamey, d'Ifa et également du Maradi. Mais toutefois, il faut aussi garder en tête que les inondations là affectent directement les modes de subsistance des populations rurales. Pourquoi? Parce que ça réduit non seulement le rendement agricole, ça cause la raréfaction des ressources en eau, mais également la dégradation des terres. Voilà comment se manifeste le changement climatique de manière générale au Sahel. Selon vous, ce changement climatique, il y a une bonne partie des personnes qui pensent que c'est normal, c'est cyclique, c'est-à-dire que peut-être chaque 100 ans ou 200 ans, c'est quelque chose qui se répète. Selon vous, que pouvez-vous dire par rapport à ça? Il est vrai que le climat de la Terre a toujours connu des variations naturelles, mais cependant le changement climatique actuel est très exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? C'est de part de sa rapidité et de son ampleur. Si on prend, pour plusieurs études ont démontré que les augmentations récentes de température sont principalement dues par les activités anthropiques, notamment par l'utilisation des énergies fossiles, par la déforestation et également par les pratiques non durables. Si rien ne fait, plusieurs études ont également démontré que plusieurs spéculations telles que le sorgho et le mil pourraient perdre une grande partie de leur rendement. Donc vous conviendrez avec moi que si les cours d'eau s'assèchent beaucoup plus vite, si les animaux meurent de chaleur, on ne parle plus de cycle naturel, on parle de dérèglement. Donc voilà pourquoi le changement climatique actuel est vraiment exceptionnel. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a urgence. Oui. Selon vous, quelle est l'urgence au Sahel pour atténuer les effets du changement climatique? L'urgence au Sahel, elle est double. Pourquoi double? Parce qu'on doit d'abord s'adapter et aussi atténuer. S'adapter, c'est dans le sens de rendre résilientes les populations, de les gérer, de les former à être beaucoup plus capables de gérer les ressources en eau de manière efficace, de pratiquer l'agriculture intelligente face au climat et aussi de restaurer les terres. Et sur l'aspect atténuation, c'est beaucoup plus aller dans le sens de diminuer la pression sur les écosystèmes aussi bien aquatiques que terrestres, de réduire les pratiques dégradantes et également de sensibiliser la population pour aller vers la restauration des terres. Voilà pourquoi je dis que l'urgence au Sahel, elle est double. On a passé par l'adaptation, ensuite l'atténuation. Il faut également noter l'utilisation des énergies renouvelables qui est très importante. Je profite de l'occasion pour saluer un grand frère, Mohamed Issifi, qui fait actuellement sa thèse en Allemagne, qui a fait une découverte majeure. Parce que dans ses recherches, M. Mohamed Issifi a découvert que les panneaux solaires initialement fabriqués avec un métal un peu cher peut être fabriqués avec un autre métal moins cher. Et cela réduisant le prix d'achat des panneaux à 50%, les rendant ainsi accessibles et abordables à toute la population. Donc voilà pourquoi il faut promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables telles que les panneaux solaires et autres. Est-ce qu'il y a-t-il des chiffres pour exprimer la dangerosité de ce phénomène? Un peu de chiffres ici au Sahel, particulièrement au Niger, des chiffres des impacts négatifs du changement climatique sur la population. Oui, les chiffres, on en a plusieurs chiffres. Si on prend la température globale ici au Sahel est beaucoup plus rapide parce que ça monte jusqu'à 1,5 fois plus vite que la température globale mondiale. Et également, il faut prendre que les températures, si rien ne fait, les températures vont augmenter de 3 à 5 degrés Celsius d'ici 2100. Voilà pourquoi il est très important de prendre ça au sérieux. Il faut également noter qu'au Sahel, plus de 80% de la population pratique ce qu'on appelle l'agriculture pluviale et également l'élevage, qui est un secteur très sensible au climat. Et aussi, c'est ce qui fait la vulnérabilité
de la population face au changement climatique. Donc si rien ne fait, j'avais dit ça à l'entame de mes propos, des spéculations telles que le sorgho, le mil vont perdre une grande partie de leur rendement. Et sachant que la population nigérienne est beaucoup plus rurale, imaginez ce que vont faire les populations qui sont dans ces zones un peu reculées. Donc voilà pourquoi il faut vraiment essayer de prendre ces chiffres-là et essayer d'avoir des solutions pour vraiment y remédier aussi plus vite que possible. Pouvez-vous nous faire le lien direct entre ce changement climatique, ici au Sahel particulièrement au Niger, et la malnutrition qu'on observe qui est en train de prendre de l'ampleur? Ça, c'est quelque chose de palpable, quelque chose de clair. Si vous prenez, j'avais dit à l'entame de mes propos que le changement climatique affecte le rendement agricole. Si vous prenez un père de famille, par exemple, qui a l'habitude de cultiver, de récolter sur 12 mois, n'est plus à mesure de récolter sur ces 12 mois, mais ne peut récolter que sur 6 mois. Donc, la provision qu'il a l'habitude de prendre sur 12 mois, là, c'est revenu à 6 mois. Conséquence, les enfants mangent moins et moins variés. Donc, c'est là que l'aspect changement climatique, au-delà de l'aspect d'une crise environnementale, prend l'aspect d'une crise sanitaire, augmentant ainsi le taux de malnutrition des enfants et des femmes enceintes. Voilà ce que je peux dire sur la question du changement climatique en lien avec la malnutrition ici au Niger. D'accord, M. Mohamed. Nous allons chuter enfin à la question, l'épineuse question de savoir que font les acteurs du monde, notamment les scientifiques, les firmes, parce que ce sont les firmes qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'ils font pour freiner ces changements climatiques ou bien pour définitivement finir avec ces effets? Oui, il y a ce qu'on appelle le concept de pollueur-payeur. Les pays industrialisés qui émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre, parce que si on prend le Sahel, par rapport à l'échelle mondiale, le Sahel n'émet presque pas de gaz à effet de serre. Mais maintenant, ces pays industrialisés-là, pour aider le Sahel ou bien les régions vulnérables, ils ont pris des engagements pour aider ces pays-là à un peu faire face aux effets du changement climatique, notamment par le transfert de technologies, par la finance climatique également, par l'appui aux politiques de stratégie. Mais il faut savoir que ces engagements sont souvent vraiment inefficaces et tardent à venir. C'est un peu ça le problème qui se cause actuellement ici au Sahel. Le financement, oui, d'une part le financement vient, mais à l'échelle, sur le terrain, on n'arrive pas à vraiment mettre ça en application. Les solutions, il y a plusieurs solutions pour revenir sur cet aspect. Plusieurs scientifiques ont démontré qu'on peut vraiment freiner les effets néfastes du changement climatique si, à condition qu'on prend l'action immédiatement et de manière collective. Ce n'est pas les solutions qui manquent. On a plusieurs solutions. On a proposé plusieurs solutions. Je vous donne l'exemple de l'association des jeunes engagés pour une résilience climatique et un développement durable. On fait plusieurs activités, notamment de plantation, de production de pépinières, de sensibilisation de la population, de récupération des terres. Tout ça, là, on fait ça. Mais malheureusement, il y a un manque de volonté et d'engagement à l'échelle mondiale. Nous faisons beaucoup plus face à des limites économiques, souvent sociales et même politiques. Si vous prenez à l'échelle mondiale, je vais parler du cas des États-Unis d'Amérique. Le président actuel des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, n'y croyait plus aux questions du changement climatique. Alors que le changement climatique, en 2024, avait pris un engagement de financer la lutte contre le changement climatique à une hauteur de 11 milliards de dollars. Mais maintenant, si ces fonds-là ne reviennent plus aux pays africains tels que la région du Sahel, comment est-ce qu'on peut vraiment faire face à ces effets? On ne fait que subir. Voilà le problème auquel nous faisons face. Le problème, ce n'est pas le manque de solutions. On a des solutions. On sait comment faire, on sait comment agir. Mais le grand problème, c'est au niveau de l'échelle mondiale. C'est un peu ça le grand souci. Voilà. Vous parlez de justice ici. Apparemment, nous, au Sahel, on est biaisé par les grands producteurs de gaz qui dérangent l'atmosphère comme les États-Unis et qui n'arrivent toujours pas à honorer à leur engagement de 11 milliards par an. Selon vous, comment pouvons-nous faire est-ce qu'il y a un moyen pour contraindre ces États-là à verser cet argent? Parce que même si le président ne croit pas, les effets sont quand même là. Tout le monde croit. Le reste du monde croit. Comment pouvons-nous faire parce que les gens ont besoin d'atténuation. Pour atténuer, comment les gens peuvent faire? Y a-t-il une instance supérieure qui peut obliger ces nations-là à verser cette somme au pays pour qu'ils puissent atténuer les effets? Ou bien, quels sont selon vous les moyens?
Oui, effectivement, il y a une instance supérieure qui peut interpeller les États, notamment ces pollueurs-là. Et ce qu'on appelle, on a l'habitude de voir ce qu'on appelle les Conference of Parties, les COP. Durant ces COP-là, ce sont les grands pays, les grandes personnalités qui se rejoignent là-bas pour discuter de l'avenir, notamment sur le point du changement climatique. Maintenant, si un pays refuse de payer, à la COP, on peut contraindre ce pays à vraiment payer ce qu'il est en train de mettre comme gaz à effet de serre. Et cela, je pense bien que même les États-Unis d'Amérique ne font pas exception. Mais cependant, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est vraiment un pays très puissant. Si vous prenez, à cause de l'arrêt des financements de USAID cette année, on avait eu plusieurs recensements. Plusieurs personnes se sont retrouvées sans travail. Vous voyez à quel point, si la volonté n'émane pas du haut, on sera vraiment dans l'impasse. On ne peut rien faire ici, nous, à l'échelle, du moins au bas de l'échelle. Nous ne faisons que subir. Et ça, on le sent. On le sent sur nos peaux. On le sent, on le voit, on le vit au quotidien. Imaginez la chaleur qu'il fait ici en avril. C'est autre chose. Mais malheureusement, on ne peut rien faire si la volonté ne vient pas du haut. C'est un peu ça le problème. Et quel est votre message à l'endroit, pour finir, à l'endroit de tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour améliorer la situation, pour apporter effectivement ces fonds-là pour aider les pays sahéliens? Quel serait votre dernier message? Donc, mon message serait vraiment d'appuyer notamment les structures qui sont vraiment dans la lutte contre le changement climatique. Les structures, là, on en a plusieurs. J'avais cité Arc 2D, il y a plusieurs autres structures comme Initiative pour l'arbre et autres là. Donc aux autorités, c'est de vraiment appuyer ces structures et de les donner les moyens de mettre en application. Parce que si je vous donne l'exemple de notre structure, nous ne sommes que des jeunes étudiants, ok? D'autres des agronomes, d'autres des experts en développement durable, d'autres des experts en changement climatique. Maintenant, avec tout ce panoplie d'ingénieurs, vous croyez que si on met à notre disposition les moyens, on ne peut pas faire quelque chose? Bien que même maintenant, ce qu'on fait comme impact est très visible. Très visible. Si on prend la campagne hivernale passée, on avait produit à peu près 5000 plants de pépinières. Imaginez si on arrive à planter tous ces plants-là, imaginez si ces plants-là arrivaient à grandir bien. Le taux de carbone qu'on sera à mesure de séquestrer, c'est une diminution à l'échelle mondiale, si on peut dire ça. Donc en un mot, c'est de vraiment aider la jeunesse, aider les structures qui sont dans la lutte contre le changement climatique et également de sensibiliser les populations à aller beaucoup plus vers les pratiques durables et abandonner pratiquement les pratiques dégradantes. C'est un peu ça mon message. D'accord, monsieur Mohamed, je vous remercie.